Dans quelques mois, les meilleurs amateurs du monde se retrouveront au Golf National et à Saint-Nom-la-Bretèche pour les championnats du monde amateurs par équipe. Dans ce nouveau podcast, la Fédération française de golf nous plonge déjà dans les coulisses de l'épreuve. Bienvenue dans Mon jour de gloire. Ils sont 9 tricolores à avoir inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve au sein des équipes de France championnes du monde en 1964, 2000 et 2010. Ensemble, nous allons revivre ces succès qui ont marqué leur carrière et sont entrés dans la légende du golf français. Dans ce premier épisode, c'est l'une des meilleures joueuses tricolores des 20 dernières années qui va nous accompagner. Championne du monde en l'an 2000 du côté de Berlin, titrée à 5 reprises sur le circuit européen avant de briller sur le LPGA Tour et de porter 4 fois les couleurs de l'Europe en Solheim Cup. Bonjour Karine Hichet. Bonjour Alexandre. Alors Karine, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, vous étiez sacrée championne du monde aux côtés de Maïtena Elsugren et Virginie Aufray. Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui ? C'est vrai que gagner un titre de champion du monde amateur, c'est, on va dire, il n'y a pas plus haut en carrière amateur. Donc c'est vrai que c'était un petit peu l'aboutissement de beaucoup d'années de travail. C'était aussi une compétition par équipe, donc ça a aussi un autre goût, ça a une autre façon de se jouer, de savourer aussi la victoire, parce qu'une victoire individuelle, c'est pas pareil qu'une victoire par équipe. Donc quand j'y repense, c'est vrai que c'était des super moments et on était toutes les trois super heureuses, parce que bon, c'était pas non plus, on n'était pas les favorites, on était bien placées sur le papier, mais je me rappelle, il y avait quand même des bonnes équipes en face, donc c'était un chouette souvenir. Ouais. Il y avait de bonnes équipes en face, on y reviendra, mais la France faisait malgré tout partie des nations à suivre dans ces championnats du monde. Vous étiez toutes sur une belle dynamique dans les grandes compétitions individuelles, et puis vous aviez remporté l'année précédente les championnats d'Europe par équipe à Saint-Germain. Est-ce qu'on peut parler d'une génération dorée ? Oui, c'était une belle génération. D'ailleurs, beaucoup de filles sont passées pro sur le circuit européen. Non, et on se confrontait aussi à d'autres nations, les Espagnols, les Italiennes, les Allemandes, les Norvégiennes. C'était l'époque Suzanne Petersen, Paola Marti. Toutes ces filles-là, après, elles sont toutes passées pro, donc c'était sympa de se suivre en fait. Donc et pour la France, on était dans une super dynamique parce que, comme vous l'avez dit, en 99, on avait gagné le championnat d'Europe à Saint-Germain, donc en plus en France, donc il y avait encore une petite pression supplémentaire de jouer à la maison, et on a enchaîné ça l'année d'après avec le championnat du monde. Donc le golf amateur français à l'époque se portait très très bien. Ouais. Pour vous, Karine, à titre personnel, avant même de penser à gagner ces championnats du monde, est-ce que le simple fait d'y participer était déjà un objectif important dans votre carrière amateur ? Mais en fait, ça couronne un peu une carrière amateur. En tout cas, en France, il y a 20 ans, les championnats d'Europe par équipe, les championnats du monde par équipe, il n'y avait pas au-dessus. Donc, quand on est jeune, quand on a 17, 18, 19 ans et que on aspire à passer pro, c'est le chemin sine qua non du passage pro. Tout amateur rêve de se faire sélectionner en équipe nationale et d'avoir sa place sur une compétition comme les championnats du monde, parce que quand on est jeune, on commence par des compétitions de club, après on passe en compétition de ligue, après les jeunes, quand ils sont bons détectés, ils passent en stages nationaux, compétitions nationales. Donc tout ça fait c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. J'ai envie de dire, il y a 20 ans. Maintenant, en 2021, les jeunes vont aux États-Unis en fac. Il y a d'autres compétitions. C'est un petit peu moins prestigieux, mais à l'échelle du pays, c'est vrai que il y avait c'était ce qu'il fallait faire pour se faire remarquer, essayer de peut-être décrocher des sponsors, et puis représenter son pays. C'est toujours une grande fierté de se dire voilà, dans toute la France, je fais partie des 3 meilleures filles, femmes qui jouent au golf. Ça fait un petit truc quand même. Et c'était pas la première fois d'ailleurs, puisque vous aviez participé au championnat du monde 2 ans auparavant, l'édition précédente en 1998 au Chili. Ça reste des bons souvenirs, ça aussi, j'imagine. Ouais, ça reste un très bon souvenir parce que c'était, je me rappelle,
Donc j'étais plus jeune évidemment, et puis l'équipe c'était Marine Monet, Stéphanie Haricot, et à l'époque on était vraiment les trois très très bonnes copines, et on s'est quand même vachement bien marré. Je me rappelle, c'était l'objectif des 2 années précédentes, c'était de se qualifier toutes les 3 pour faire ce tournoi. Et on n'était pas les seuls, hein. Il y avait d'autres joueuses à l'époque qui jouaient bien, qui pouvaient prétendre à cette qualification, et en fait on avait réussi à se qualifier toutes les 3. C'était un petit peu un objectif de copines, quoi. Et c'est vrai que au-delà, bon, on n'avait pas fait le résultat, on n'avait pas gagné, on n'avait pas fait un super résultat, mais au-delà de ça, je me souviens que c'était quand même une expérience vraiment chouette. Alors 2 ans après, vous voilà à nouveau qualifié pour les championnats du monde, avec cette fois-ci 2 autres joueuses, Maïtena Elsuguren qui les avait jouées en 96, donc un peu plus expérimentée, et Virginie Offray dont c'était la première participation. Vous sentiez que vous étiez complémentaires? Comment ça se passait dans l'équipe? Alors Maïtena, ça a toujours été la joueuse réputée pour être super régulière, rien lâcher. Le pire qui pouvait lui arriver, c'était peut-être de faire un 73, un mauvais jour, quoi. Mais c'était vraiment la fille, vraiment un métronome, quoi. Donc on savait qu'on pouvait s'appuyer sur elle. Après Virginie, elle était un peu plus attaquante, un peu plus avec un jeu un petit peu plus offensif. Et puis moi j'étais un peu entre les deux. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est super bien complété, parce qu'on savait que d'un côté il y avait Maïtena où on savait qu'on avait, bon, si elle jouait très bien, super, mais elle allait pas ramener un 80. Et donc ça faisait partie vraiment d'un pilier pour l'équipe. Et puis dans l'ensemble, je me rappelle, il y avait une bonne ambiance. C'était assez chouette. C'était en Allemagne, donc c'était pas très loin de la France. Donc je me rappelle, les parents respectifs étaient venus, des amis aussi. Donc on avait un peu de supporters. Il y avait beaucoup de gens de la fédération qui avaient fait le déplacement. Je veux dire, c'est pas comme au Chili où c'était à l'autre bout du monde. Donc tout était fait de façon à ce que on se sente le mieux possible. Vous parlez des personnes qui vous accompagnaient, alors qui étaient justement les membres de l'encadrement de cette équipe de France? La capitaine, c'était Gladys Nocera, et ça c'était pas bête, parce que c'était la 4e sur la liste, et elle s'était pas qualifiée en tant que joueuse, mais la fédération avait pris la décision de la mettre capitaine. Et en fait, c'était super, parce que la capitaine, en fait, c'était une copine. C'était pas une capitaine qu'on devait respecter, ou on n'osait pas aller lui parler, ou c'était vraiment une fille comme nous, quoi. Donc c'était beaucoup plus facile de se confier, de lui parler de problèmes qu'on pouvait avoir, de pression, donc l'ambiance était beaucoup plus détendue, j'ai envie de dire. Après, il y avait Joe Murat qui était le préparateur physique. Donc ça, c'était un petit peu... on rigolait beaucoup avec lui. C'était un peu la mascotte de l'époque. On n'arrêtait pas de lui faire des blagues. Enfin, Joe, c'était Joe, quoi. C'était la bonne ambiance, quoi. Et puis la coach, c'était Anne Le Cogna, qui nous avait coaché depuis le plus jeune âge, donc qui nous connaissait très bien. Et vous aviez suivi une préparation particulière pour ces championnats? Non, on s'était préparé, je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on s'était préparé comme d'habitude à Morfontaine, qui nous accueillait tout le temps, les bras grands ouverts, et c'était un super parcours pour se préparer. Et on n'avait pas fait de préparation vraiment comme ça se fait maintenant un peu à la mode, comme ils appellent ça team building, c'est-à-dire de faire une randonnée ou une activité hors golf. On était juste, je pense qu'on s'était juste réunis quelques jours avant de partir, jouer, et puis voilà, quoi. C'était il y a 20 ans, donc faut aussi remettre tout dans le contexte. Il y avait beaucoup moins de technologie, il y avait beaucoup moins de choses qui se font maintenant, en fait. Donc on s'était vraiment préparé tout simplement, quoi. Alors, en termes de stratégie, comment vous aviez géré ça? Parce que c'est une épreuve particulière dans le sens où il y a 3 joueuses qui jouent chaque jour, et on garde les 2 meilleures cartes pour faire le total. Donc ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un joker.
Alors justement, quel était le mot d'ordre à ce niveau-là dans l'équipe? C'est un peu particulier, oui. Il faut pas non plus le prendre comme on a un joker, comme beaucoup d'équipes le prenaient à l'époque. Faut vraiment jouer son jeu en se disant le joker il est pris, donc faut pas se dire si je joue mal c'est pas grave, parce qu'en fait il y a pas 6 cartes, il y en a que 3, donc sur 3 joueuses c'est difficile de revenir quand on prend du retard. Donc le fait d'éliminer le plus mauvais score, on va dire que ça fait du bien quelque part, mais on était vraiment toute partie, je me rappelle, en se disant les 3 scores comptent, et il faut pas se dire c'est parce que si tout le monde commence à se dire en partant de toute façon si je joue mal c'est pas grave, ça va pas le faire à la fin. Donc on était vraiment parti dans l'optique de se dire, on se dit que les 3 scores comptent et basta quoi. On essaye de jouer le mieux qu'on peut. Et je crois que cette stratégie-là avait bien marché. Il y avait 40 équipes engagées dans ces championnats du monde. C'était d'ailleurs le record à l'époque en termes de participation. Quelles étaient alors, Karine, les équipes à battre sur le papier? Alors, les Européennes étaient bien placées. Je veux dire, les Allemandes, évidemment, parce qu'elles étaient chez elles, mais je me rappelle les Espagnoles, les Italiennes, évidemment les Américaines. A contrario, à l'époque, on n'avait pas d'asiatiques, donc pas trop. Donc Corée, Japon, tout ça, tous ces pays, Thaïlande, qui aujourd'hui seraient en première ligne, favorites, elles étaient beaucoup moins présentes sur le monde amateur. À croire qu'ils se préparaient déjà à passer pro. Mais c'était les favorites, c'était justement les Américaines. Les Américaines, les Espagnoles, les Anglaises aussi, parce que en Angleterre, le Royaume-Uni, c'est quand même des équipes très très fortes qui sortent toujours des joueuses tous les ans. Donc voilà, c'était ça. Alors c'est amusant de regarder les compositions d'équipes de l'époque et de voir par-ci, par-là, quelques noms qui ressortent, des joueuses qui ont par la suite fait des carrières remarquables chez les pros. Et celui qui saute aux yeux, c'est celui de Suzanne Petersen, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la joueuse norvégienne qui avait d'ailleurs remporté le classement individuel de ces championnats du monde. C'était vraiment à l'époque la meilleure joueuse? À l'époque, elle s'entraînait sur ce parcours en Allemagne. Donc, elle faisait partie des favorites pour gagner le titre individuel, parce que par équipe, la Norvège n'a jamais rien fait. Donc, c'était vraiment la fille à battre en individuel. Il y avait aussi une certaine Lorena Ochoa pour le Mexique. Elle était connue, elle aussi? Ouais, on commençait un petit peu à parler d'elle, parce qu'elle faisait des bons résultats en fac. Alors par équipe, le Mexique, évidemment, inexistant. Mais elle individuelle, oui, on parlait d'elle, oui. Elle commençait à se faire remarquer. Vous vous souvenez du déroulement de la compétition, Karine? Des scores, des positions, des évolutions du classement, de comment ça s'était passé sur le terrain? Je mentirais si je pouvais ressortir tous les scores, donc je vais être honnête, non. Je me rappelle juste qu'on était bien partis. On n'a jamais été... depuis le premier tour, on a toujours été bien placés. Donc, je veux dire, c'était pas... on n'a pas gagné avec une remontée dingue le dernier tour. Et je crois même le dernier tour, on était en tête. Donc ça c'est des choses qui marquent, parce que jouer un dernier tour quand on part en tête, c'est pas la même chose que ça soit la surprise de gagner parce que on est remonté du fond du classement. Après les scores, honnêtement, j'en ai aucune idée, c'est trop long, ça fait trop longtemps. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où cette victoire est devenue officielle? Est-ce que ça a été concrétisé par un putt victorieux? Je pense pas qu'on ait gagné avec 1 ou 2 points d'avance. Je crois que à la fin, il faudrait retrouver des archives, mais je pense que on avait quand même un petit peu d'avance. C'était à l'aise, quoi. Donc, en plus, je crois que les joueuses se suivent, donc c'est pas vraiment, c'est pas comme en Solheim Cup ou en Ryder Cup où il y a 12 matchs et que le suspense, il est interminable. Là, ça s'est fait assez vite, je crois bien. Et puis on avait gagné, je veux pas dire haut la main, mais ça s'était fait tout tranquillement, quoi, tout naturellement. Le dernier tour, je crois qu'on avait toutes les 3 bien joué, et puis celle qui était derrière avait pas pu revenir, quoi. Et je me rappelle de Jo, justement, avec François Berthet qui était là aussi, et ça je me rappelle bien, qui sautait dans tous les sens, qui disait on est champion du monde.
c'était assez drôle. Et vous, les joueuses, vous aviez célébré ça comment? Vous aviez fait la fête? Ouais. Alors on était jeunes, hein. Je peux pas dire qu'on était toutes saoules le dimanche soir, non, mais non, on avait fait une bonne fête et ça reste quand même un souvenir inoubliable, même s'il y a 20 ans et que les détails sont durs à se souvenir. C'est vrai que ça reste gravé et c'est chouette d'avoir un objectif comme ça de 2 ans en arrière et de se préparer, de faire des préparations hivernales, de faire des compétitions, d'essayer de suivre un ranking. Dire c'est un acheminement déjà de se qualifier et après de gagner. C'est un peu c'est le résultat d'un long travail. Donc c'est des bons souvenirs. Ouais. C'était la 2e victoire de la France dans ces championnats du monde, après celle de 1964, Catherine Lacoste, Claudine Cross et Brigitte Varango. Vous aviez eu des échanges avec elle par rapport à ce titre? Alors Claudine était venue, je me rappelle très bien. Donc elle nous avait fait part de toute son expérience, de comment ça s'était passé à l'époque pour elle. Donc avec Claudine, on aimait bien toutes parler avec elle parce que c'est vrai que elle avait toujours des histoires à nous raconter et un petit peu d'une autre époque. Donc c'était toujours passionnant de l'écouter. Donc ça, je me rappelle qu'elle faisait partie du voyage et qu'elle était là, ouais. Et elle nous avait bien aidés et c'était aussi encore un soutien en plus, de se dire, bah tiens, il y a une fille, bon, il y a longtemps, mais elle l'a gagné aussi, elle. Vous avez fait une belle carrière chez les professionnels ensuite, Karine. Avec le recul, quelle valeur vous accordez à ce titre? C'était un exploit? Quand on se remet dans la situation, oui, c'est un exploit. Maintenant, j'ai envie de dire, ce serait maintenant, ça serait peut-être un peu moins marqué parce qu'il y a tellement de grosses compétitions amateurs aussi qui font partie des choses à faire quand on est amateur, ou aussi maintenant de plus en plus d'amateurs se font inviter sur des tournois pro. Donc quand on est amateur, ça a aussi beaucoup de prestige de participer à un tournoi pro. Mais non, c'était quelque chose un petit peu d'exceptionnel. Et puis le fait que ce soit par équipe, ça a aussi une autre saveur. C'est complètement différent que individuel. Je veux dire, c'est décuplé. C'est comme une victoire en Ryder Cup, Solheim Cup. C'est complètement à part. Vous étiez passé pro peu de temps après cette victoire. Ça vous avait servi dans votre transition vers le monde professionnel? Ça vous avait donné de la confiance pour vous lancer? Confiance, oui, c'est sûr, parce que c'est toujours bien de passer pro quand on est sur la courbe montante. Après, bon, ça m'a pas servi énormément à trouver énormément de sponsors, parce que c'est toujours aussi difficile de trouver des partenaires, mais au niveau confiance, oui, parce que j'étais dans une bonne période, c'était une période où je jouais bien, donc forcément, après quand on a les cartes qui arrivent, c'est toujours mieux de les passer quand on est en confiance que quand on l'est moins. Donc voilà, le fait d'avoir gagné les championnats du monde amateur, ça fermait le livre, j'ai envie de dire, ça fermait une carrière amateur de la plus belle façon. En fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plus haut comme compétition, donc c'était chouette de finir là-dessus. Et puis, j'en ai réouvert une après pour le monde professionnel, quoi. Un dernier mot, Karine. Vous savez que les prochains championnats du monde auront lieu en France dans quelques mois. Vous avez un message à faire passer aux joueuses et aux joueurs qui nous représenteront? Alors voilà, c'est en France, donc il y a, comme vous venez de le dire, il y a une autre composante, c'est le fait que ça se passe à la maison. Donc forcément, il y aura une petite pression supplémentaire parce que quand on est à la maison, on doit bien faire, hein. Ça fait partie des mœurs. Donc non, essayer de jouer le plus relâché possible, et puis surtout de profiter de ces moments d'équipe parce que en fait ils sont rares. Et quand on joue, au golf, il y a il y en a pas à part la Ryder Cup, la Solheim Cup. Après, quand on passe pro, il y a plus du tout de tournois par équipe. Donc vraiment de profiter de l'ambiance entre les équipiers, et puis
aussi d'être fier de représenter son pays, parce que représenter la France, c'est quand même beau. Eh bien voilà de belles paroles pour conclure. Merci Karine d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau jour de gloire du golf français.